Bonjour, bienvenue dans cette édition spéciale de notre analyse matinale. Aujourd'hui, nous adoptons d'emblée le ton, disons, très posé, neutre et professionnel d'un journal télévisé des années 60. Bonjour. Oui, c'est un format qui nous permet de prendre du recul. Face à l'avalanche quotidienne d'informations, nous voulons examiner les faits avec une rigueur absolue, loin des réactions à chaud. C'est exactement l'objectif. Nous vous présentons donc formellement cette édition du 29 avril 2026. Le titre de notre analyse est le suivant: L'Ukraine sous pression, la prochaine offensive russe prend forme. Une région Europe, et plus spécifiquement le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui reste au centre de toutes les préoccupations mondiales. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de préciser que cette analyse est sponsorisée par ProWave AI. Et elle est générée par Stylo News, l'application d'actualité propulsée par l'intelligence artificielle. C'est une précision utile. Pour contextualiser, Stylo News, c'est en fait la version grand public d'un logiciel très puissant appelé Stylo IntelOps. Un outil qui n'était pas destiné au grand public au départ, n'est-ce pas? Absolument pas. C'est un système initialement conçu pour les opérations d'entreprise, pour les gouvernements et pour les forces militaires. Ce qui signifie concrètement que notre audience a aujourd'hui un accès unique à un outil d'aide à la décision de niveau mondial. C'est ça. Cela permet de traiter des volumes massifs de données pour en extraire des schémas clairs. Et c'est précisément notre mission pour cette exploration matinale. Nous allons examiner les schémas factuels des 2 dernières semaines, donc de la mi-avril à cette fin avril 2026. Et nous évaluerons les impacts à tous les niveaux, local, national et bien sûr international. Tout à fait. Nous identifierons les perspectives des décideurs pour anticiper les événements à venir. Et le tout sans générer de peur, de manière purement objective. Pour comprendre cette situation globale, il est impératif, je dirais, de commencer par examiner les faits sur le terrain, là où se dessinent les rapports de force concrets. Le front tactique. Les rapports de renseignement que nous avons sous les yeux décrivent une guerre d'usure continue. Oui, une guerre de tranchées d'une intensité redoutable. Tactiquement, on observe une pression constante de la Russie avec des avancées que l'on qualifie de localisées dans le secteur de Donetsk. Principalement sur les axes de Pokrovsk et Kostiantynivka, si je lis bien nos notes. Exactement. Et la région de Zaporizhia n'est pas épargnée, les combats sont tout aussi intenses. Mais aidez-nous à comprendre, pourquoi cette pression se traduit-elle par de si petites avancées? Pourquoi pas de grandes manœuvres décisives? Eh bien, parce que le champ de bataille est devenu totalement transparent. Transparent, c'est-à-dire grâce aux drones. C'est ça. Avec la densité phénoménale des drones d'observation, il est tout simplement impossible de masser des divisions entières pour une percée sans être détecté. Et frapper dans la foulée. Dans la minute qui suit, oui. La Russie a donc adapté sa doctrine vers ce qu'on appelle un grignotage systématique. Des très petits groupes d'assaut donc. Soutenu par des frappes aériennes et une artillerie lourde. L'idée n'est pas de prendre une grande ville en un jour, mais de forcer l'adversaire à reculer de quelques centaines de mètres, jour après jour. Pour épuiser les réserves ukrainiennes. Face à cette stratégie, quelle est la méthode de défense de l'Ukraine? Une stratégie asymétrique. Kiev utilise massivement des frappes de drones en profondeur. Nos sources mentionnent des frappes très spécifiques. L'usine de drones de Taganrog, par exemple. Oui, et surtout les infrastructures pétrolières. Tuapse, sur la mer Noire, ou encore Samara et Yaroslav. C'est très loin à l'intérieur du territoire russe, ça. À des centaines de kilomètres, oui. Cela perturbe la logistique et les exportations russes. Si je peux me permettre une analogie, c'est un peu comme un échiquier complexe. L'immobilité apparente des pions dans les tranchées masque les frappes dévastatrices des pièces à longue portée, comme ces drones. L'analogie est très juste. Mais alors, dans quelle mesure ces frappes de drones ukrainiennes sur l'énergie affectent-elles concrètement la capacité opérationnelle quotidienne de l'armée russe sur la ligne de front? L'impact n'est pas immédiat sur le fantassin russe dans sa tranchée. L'armée russe dispose de vastes réserves. Donc ça ne stoppe pas un char du jour au lendemain. Non, mais le mécanisme opère à un autre niveau. C'est le goulot d'étranglement logistique. Si une raffinerie est détruite, il faut dérouter du carburant d'ailleurs, ce qui sature le réseau ferroviaire. Je vois. Et cela force peut-être aussi des choix défensifs complexes. Exactement, c'est le point clé. En frappant ces infrastructures éloignées, l'Ukraine force Moscou à retirer de précieux systèmes de missiles antiaériens de la ligne de front pour aller protéger ses usines.
C'est habile. Mais la Russie riposte aussi avec des drones. Massivement. Fin avril, nous avons documenté une vague de 215 drones russes lancés contre les infrastructures portuaires et ferroviaires ukrainiennes. Face à cela, nos rapports soulignent une innovation ukrainienne assez fascinante. L'intégration d'unités de défense aérienne privées à Kharkiv. Oui, c'est remarquable. Face au manque d'intercepteurs occidentaux, des initiatives civiles ou financées par des entreprises émergent. Et ils ont réussi à intercepter un drone Shahed à réaction, un engin à très grande vitesse. Comment est-ce techniquement possible pour des unités privées? C'est de l'artisanat de haute technologie. Ils utilisent des camionnettes équipées de mitrailleuses, mais tout est guidé par des logiciels, des réseaux de microphones acoustiques et des caméras thermiques. Un système qui calcule la trajectoire et indique où tirer en barrage? C'est tout à fait ça. Ces réalités d'un champ de bataille très disputé, où l'innovation répond à l'attrition, expliquent directement l'impasse diplomatique actuelle. Une impasse totale. Parlons de l'échec de la trêve de Pâques, Un échec retentissant, plus de 7700 violations signalées. avec des attaques tragiques contre des civils et même des groupes d'évacuation. La méfiance est absolue. Pourtant, paradoxalement, nous avons assisté à un échange de prisonniers de guerre, 175 de chaque côté. Un échange facilité par les Émirats arabes unis, n'est-ce pas? Oui. Cela montre qu'une coopération humanitaire minimale, très compartimentée, reste possible. Mais sur le fond, les décideurs sont inflexibles. Examinons leurs positions en toute neutralité. Côté ukrainien, le président Volodymyr Zelensky affiche une ouverture diplomatique. Mais elle est strictement conditionnée. Il exige d'être en position de force militaire, demande le maintien des sanctions et l'intégration à l'OTAN. Et un refus catégorique de toute concession territoriale. C'est non négociable pour Kiev. De l'autre côté, le Kremlin et Vladimir Poutine exigent des garanties de sécurité et, précisément, des concessions territoriales préalables à toute paix. Les rapports de renseignement indiquent même une volonté claire du Kremlin de prolonger le conflit. Ils ont un calendrier en tête. Au moins jusqu'à la fin du mandat présidentiel américain de Donald Trump en 2028. Ils misent sur l'épuisement occidental. Ce qui amène à un constat à partager sur les réseaux sociaux. L'analyse des sentiments sur X montre que les sources occidentales et indépendantes qualifient cette diplomatie de communication coercitive. De la diplomatie performative, en effet, sans aucun espoir de paix à court terme. Cela soulève une vraie réflexion stratégique. Si toutes les parties, y compris les observateurs sur les réseaux sociaux, s'accordent à dire que la diplomatie est stérile, quel est l'avantage de maintenir cette illusion? La gestion des alliances. Pour l'Ukraine, c'est vital de se montrer ouverte à la paix pour ne pas s'aliéner les opinions publiques occidentales qui financent l'effort de guerre. Il faut paraître raisonnable. C'est ça. Et pour la Russie, maintenir l'illusion de pourparler permet de rassurer ses partenaires économiques des pays du Sud en rejetant la faute sur l'OTAN. Une stratégie pour éviter l'isolement total. Et justement, cette absence de résolution diplomatique finit inévitablement par faire déborder les tensions au-delà des frontières de la région. Le risque de débordement est le troisième grand schéma de notre analyse. Et il est palpable localement. On l'a vu avec les débris de drones retrouvés près de la frontière roumaine, dans le corridor de Rhénie. Et avec les interceptions d'avions militaires russes par l'OTAN au-dessus de la mer Baltique, qui se multiplient. Il y a aussi ce point très spécifique concernant l'Estonie, qui a une approche extrêmement prudente. Oui, l'Estonie refuse de retenir physiquement les pétroliers russes, ce qu'on appelle la flotte fantôme, qui passe au large de ses côtes. Pour quelle raison? S'ils transportent du pétrole qui finance la guerre, pourquoi un pays de l'OTAN les laisse-t-il passer? Parce qu'arraisonner un navire de commerce dans les eaux internationaux ou de transit sans mandat clair de l'ONU, c'est juridiquement un blocus naval. Et donc un acte de guerre. Exactement. L'Estonie veut éviter à tout prix de fournir un motif d'escalade militaire, un casus belli. Une prudence qui contraste avec l'implication d'autres acteurs tiers, je pense à la Biélorussie, qui militarise actuellement sa frontière. Même si une offensive majeure venant de Biélorussie est jugée peu probable, cela force l'Ukraine à maintenir des troupes dans le nord, loin du front principal. Et il y a cette information frappante, la présence nord-coréenne signalée dans le Kherson occupé. Oui, pour une coopération militaire technique, les Nord-Coréens viennent observer le comportement de leurs armements face aux défenses occidentales. En parlant d'Occident, exposons factuellement les dynamiques de soutien. Les chiffres sont massifs. L'OTAN a promis 60 milliards de dollars. Et l'Union européenne a validé un prêt de 90 milliards d'euros pour l'Ukraine.
Mais tout cela se heurte à des fractures politiques internes que nous devons rapporter en toute neutralité. Des fractures majeures. On observe les menaces récurrentes de Donald Trump de quitter l'OTAN, ce qui crée une immense incertitude. Sans oublier les déclarations très commentées du vice-président américain J.D. Vance en Hongrie. Des déclarations qui s'alignent ouvertement sur les positions du Premier ministre Viktor Orban, qui est très sceptique quant à l'aide à l'Ukraine. Il y a aussi cette décision de l'administration américaine de renouveler l'exemption des sanctions sur le pétrole russe. Une décision prise pour stabiliser les marchés énergétiques mondiaux, mais qui a été vivement critiquée par l'Ukraine. Ce qui m'amène à une question ciblée. Alors que l'Europe et l'OTAN s'engagent sur des financements colossaux, ces divisions politiques risquent-elles de neutraliser l'efficacité de cette aide sur le terrain? Elle ne la neutralise pas totalement, mais elle crée une asynchronie. L'argent est promis, mais l'incertitude politique retarde les livraisons d'obus. Et pendant ce temps, le soldat ukrainien doit rationner ses tirs. Précisément. Et quand on rationne, on recule. C'est là que la politique internationale impacte la tactique locale. En synthétisant l'état du front, l'impasse politique et ses tensions internationales, quelles sont les projections factuelles pour les semaines à venir, Nos rapports alertent sur la préparation potentielle par la Russie d'une mobilisation à grande échelle. en vue d'une offensive estivale? C'est très probable. C'est corroboré par les mesures de contrôle interne accrues en Russie. Et sur le plan des opérations courantes, Il faut prévoir la poursuite d'un cycle de frappes croisées, des essaims de drones russes pour épuiser les défenses ukrainiennes et des frappes ukrainiennes ciblant le secteur pétrolier russe. sur le plan politique, nous devrons surveiller les sommets de l'OTAN prévus pour gérer la cohésion de l'Alliance. Surtout avec la nouvelle posture de l'Allemagne. La nouvelle stratégie militaire allemande identifie désormais formellement la Russie comme sa menace principale. C'est un tournant historique. Parmi ce flux constant d'informations, quel indicateur factuel spécifique notre audience devrait-elle surveiller dans les prochains jours pour savoir si le conflit est sur le point de connaître un tournant majeur? Surveiller les mouvements des systèmes de défense antiaérienne russes. S'ils sont retirés en masse de l'arrière-pays et de la protection des raffineries pour être massés près des frontières ukrainiennes, cela signifiera que la Russie rassemble ses forces pour le grand choc estival. Un indicateur clair et précis. Avant de refermer cette analyse formelle, rappelons brièvement ce qu'est Stylo News. C'est une application pour mobile et ordinateur qui permet à tout individu de télécharger et de personnaliser des notes de synthèse. Des briefs de style renseignement construits à partir de centaines de sources d'informations traditionnelles ainsi que sur X. Pour obtenir des actualités à la demande générées par l'intelligence artificielle, l'adresse est simple. C'est www.stylonews.com. N'hésitez pas à vous abonner pour accéder à ces outils analytiques. Eh bien, je crois que nous avons couvert l'essentiel de ce rapport particulièrement dense. Ouf, on peut enfin relâcher les épaules et abandonner notre posture des années 60. C'est un exercice intéressant, mais ça demande une concentration clinique. Ah ça oui, c'est beaucoup plus détendu de pouvoir débriefer tout ça normalement. Analyser des rapports de guerre d'attrition avec ce ton neutre, c'est vraiment particulier. Carrément. Mais c'était nécessaire vu la gravité du sujet. En tout cas, un immense merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout aujourd'hui. Oui, merci pour votre attention. Et on compte sur vous pour la suite. Exactement. Si vous avez des sujets que vous aimeriez nous voir creuser lors de nos prochaines analyses approfondies, proposez-les-nous. L'actualité est vaste et c'est avec vous qu'on veut la décortiquer. N'oubliez pas non plus de suivre Stylo News sur vos réseaux sociaux favoris pour ne rien rater. Avant de nous quitter, j'aimerais vous partager un dernier détail assez fou que j'ai repéré dans les notes. Je vous écoute. Pendant toute cette émission, on a parlé de tranchées, de mer Baltique, de drones volants au-dessus des usines. Bref, on a regardé vers le sol. Les domaines classiques de la guerre, oui. Eh bien, la Russie vient tout juste d'annoncer sa volonté de sécuriser une position dominante dans la future économie spatiale mondiale. L'espace. Ouais. Mais c'est un marché colossal. On parle de combien? On l'estime à 600 milliards de dollars dans les prochaines années. C'est vertigineux. Ils mènent une guerre terrestre du XXe siècle tout en préparant la conquête de l'orbite terrestre. C'est ce qui m'a frappé. Et ça laisse songeur. Et si, pendant que toute l'Europe a les yeux fixés sur les frontières terrestres et la boue des tranchées, le prochain grand théâtre de ce conflit de superpuissance était déjà en train de se construire discrètement en orbite? Une vraie question pour l'avenir de la géopolitique spatiale. Je vous laisse sur cette réflexion. Merci encore d'avoir partagé ce moment avec nous. Portez-vous bien et à très vite pour une nouvelle exploration.